Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal du mercredi 20 mars sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. Jusqu'à dimanche, l'industrie se dévoile, 9e édition de cette semaine pour découvrir les métiers et rencontrer les professionnels du secteur. Le coup d'envoi de cet événement a été donné par la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher sur le site d'Airbus à Élancourt. La France aime le coworking. La première journée nationale de ces espaces de travail partagés se déroule demain. Des lieux pour les micro-entreprises, les indépendants ou encore les télétravailleurs. À cette occasion, le 50 coworking à Méret ouvrira ses portes aux curieux. Nous en parlons avec sa fondatrice Blandine Quin. Et les Français en consomment chaque année plus de 25 kilos. Le fromage est un patrimoine qui se décline par région. Dans les Yvelines, plusieurs producteurs et même un festival du fromage qui se tient en octobre, découverte à la fin de ce journal. Et nous présenterons également tout à l'heure la 3e édition de l'Estaca Drone Race, une course de drones ce samedi à l'école d'ingénieurs, l'école de l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux. Cette information avant de développer ces titres, une enquête judiciaire ouverte par le parquet de Versailles pour des soupçons de viol et détention d'images pédopornographiques. Elle vise l'ancien maire de Fabrieux, Robert Vallot, élu entre 2001 et 2014. Il est suspecté d'avoir abusé sexuellement de plusieurs jeunes garçons. L'homme de 80 ans a été interpellé par la gendarmerie des Yvelines la semaine dernière après 3 plaintes pour viol, des faits qui se seraient déroulés entre 1995 et 2002. D'autres agressions auraient été dénombrées, mais les faits sont prescrits. Un juge d'instruction vient d'être nommé pour mener l'enquête. Depuis lundi, c'est la 9e édition de la semaine de l'industrie. L'objectif, c'est de donner un coup de projecteur sur cette filière et aussi de découvrir les opportunités professionnelles auprès des collégiens et lycéens, notamment. Pour son coup d'envoi, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher s'est rendue sur le site d'Airbus à Élancourt. Patrick Jacques de Dixmude et Aurélie Ronze. Des lycéens de 50 ans en Yvelines venus en apprendre plus sur l'entreprise Airbus Defence and Space. Sur ce site, implanté à Élancourt, des ingénieurs travaillent notamment sur la cybersécurité ou encore l'électronique de défense. On a une nouvelle révolution industrielle qui est devant nous, qui est l'utilisation de logiciels, l'utilisation du big data, l'utilisation du machine learning, de l'intelligence artificielle, tout ça dans de la production qu'on pourrait imaginer pourtant classique. Et ça, c'est l'usine du futur. Une industrie qui se renouvelle et qui offre de nombreuses opportunités d'emploi. Selon la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, 50 000 emplois ne seraient pas pourvus dans ce secteur. Les Français ne savent pas exactement ce qu'est leur industrie. On l'imagine beaucoup comme germinal, des métiers pénibles, des métiers qui payent mal, des métiers qui vont disparaître, alors que c'est tout le contraire. Ce sont des métiers qui payent 20% de plus que l'ensemble des autres secteurs. Ce sont des métiers qui sont durables, ce sont des métiers qui ont du sens. Les visiteurs d'un jour ont pu découvrir les ateliers ainsi que les équipements électroniques spatiaux. Même si toutes et tous ne se destinent pas forcément à une carrière dans cette entreprise, ils ont été impressionnés. Pour moi, c'était une entreprise, mais pas avec une telle ampleur et beaucoup de monde comme ça. Notre message aujourd'hui était de leur faire comprendre que c'était ouvert à tous, que ce n'est pas forcément que des ingénieurs qui viennent travailler chez nous et qu'il y a de la place pour tous les jeunes et que les métiers scientifiques ne sont pas si compliqués que ça. La semaine de l'industrie se poursuit jusqu'au 24 mars avec l'ambition de susciter de nouvelles vocations. Et des chiffres publiés chaque année, le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé ses indicateurs de résultats des lycées. Plusieurs médias établissent à partir de ces données leur propre classement. Nous vous partageons le plus local, celui de nos confrères du Parisien. C'est le lycée privé des Châtaigniers à Versailles qui décroche la première place de ce palmarès 2019 devant le lycée international de Saint-Germain-en-Laye et celui des Mureaux, François Villon, qui intègre le top 10. Les Châtaigniers, établissement professionnel et technologique, se voient récompensés de son accompagnement poussé des élèves. L'accompagnement, un critère important du classement du Parisien qui prend en compte également le taux de réussite au baccalauréat et le taux de mention, mais aussi la capacité à faire progresser les élèves. Dans les 10 premières places, on note la présence de 7 établissements publics, dont Jean Villard à Plaisir, 5e, ou encore le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. 3 lycées sont, eux, basés à Versailles. Lui était justement à la rencontre des lycéens. L'eurodéputé Jean-Marie Cavada a tenu une conférence au lycée Marie Curie de Versailles hier mardi. 150 élèves de terminale y ont assisté. Ancien journaliste devenu homme politique, il a parlé de son rôle et de l'Union européenne à quelques mois du scrutin pour élire les parlementaires de Bruxelles et Strasbourg. Les détails de Nicolas Dandry.
Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Une célèbre phrase du président américain John Fitzgerald Kennedy. Pour sa conférence face à des lycéens, l'eurodéputé Jean-Marie Cavada a voulu transmettre cet état d'esprit, s'engager pour la société. Si l'on veut que les choses aillent mieux, il faut se lever de son fauteuil et il faut faire quelque chose pour le collectif. Et la première étape, c'est naturellement fin mai, les élections européennes, parce que beaucoup des lois auxquelles vous obéissez les uns et les autres, plus de la moitié, viennent de Bruxelles. Alors il faut s'en mêler. Pour son intervention au lycée Marie Curie, l'Union européenne était au cœur des échanges. Ses valeurs, son fonctionnement, mais aussi les améliorations à apporter face à des lycéens ayant leur regard sur la question. Je pense que c'est important au final qu'on soit unis autour d'une union parce que ça rassemble les gens et forcément face à la montée en puissance de la Chine par exemple aujourd'hui et la puissance américaine. Finalement on est tous dans le même bateau, on est tous en Europe, etc. Et c'est important qu'on soit tous unis. En France, on n'est pas non plus un pays très grand, donc en soi, même si les Français font des efforts, ce qui est très important, ça ne suffira pas à sauver notre planète malheureusement, donc il faut qu'on soit sur une échelle qui soit plus grande. Nos élèves sont déjà citoyens parce qu'ils votent ou de futurs citoyens. Il est hyper important qu'en dehors de tout partisanisme et prise de position, ils aient un éclairage sur les enjeux de notre société, surtout en ce moment, pour pouvoir prendre des positions saines, sereines et éclairées. Jean-Marie Cavada devrait terminer son 3e mandat sans le renouveler d'après sa promesse initiale, sauf si une urgence absolue le pousse à se représenter. On vous parlait tout à l'heure de la semaine de l'industrie. Autre événement, c'est demain. C'est la première journée nationale du coworking. La France aime le coworking pour promouvoir ses espaces de travail partagés. Plus de 1000 en France s'associent à l'événement, dont le vôtre, Blandine Quin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice et l'animatrice du 50, un espace de coworking qui a ouvert à Méré il y a 3 ans et demi. On va présenter le programme demain de cet événement. Alors, le coworking, c'est donc un espace de travail partagé. À qui s'adresse ce type de lieu? Est-ce que c'est large finalement? Alors effectivement, le coworking, c'est un espace de travail et c'est aussi fondamentalement une communauté de travail. L'idée, c'est de créer du lien entre les gens, d'où la condition impérative d'avoir quelqu'un qui soit là pour l'animer et pour le faire vivre au quotidien. Donc de ce fait, la cible de ces espaces est extrêmement large puisqu'on a, on va dire, un cœur de cible que sont les freelances, les indépendants, des gens qui se sont mis à leur compte et qui, au départ, travaillent plutôt de chez eux, qui se sentent un peu isolés, qui finissent par arriver un petit peu au bout de leur réseau professionnel et qui viennent dans des espaces de coworking pour retrouver le lien qu'ils auraient pu avoir avec des collègues, avec les avantages du collègue, à savoir de la convivialité, sans les inconvénients que serait une relation hiérarchique un peu pesante ou des horaires à respecter. Voilà. Donc si on doit cibler les avantages, justement, c'est ce lien qui peut se créer entre les différents coworkers? C'est ce lien qui se crée de façon quasi systématique entre les coworkers, puisque, pour vous donner un exemple, ceux qui prennent un bureau fermé, parce que c'est pas que de l'open space, le coworking, ils commencent par fermer la porte de leur bureau et puis très vite la porte reste ouverte et puis très vite ils se mettent aussi à travailler dans les autres espaces du lieu. Donc il y a vraiment des usages qui s'inventent au quotidien. Et puis au-delà de ces freelances et de ces indépendants, on voit de plus en plus débarquer des TPE, des startups qui installent leurs équipes dans ces lieux-là parce que c'est un cadre qui est stimulant et qui leur permet aussi de trouver des ressources, des compétences sur place. Et on a aussi des grandes entreprises qui commencent à s'intéresser au sujet, puisque pour eux, c'est une façon aussi de réduire les transports, les trajets pour leurs collaborateurs, sans pour autant tous les laisser à domicile. Est-ce que les patrons ont intégré ça ou pas assez encore, justement, peut-être proposer aux salariés de pouvoir faire du télétravail au sein d'espaces de coworking, 1 à 2 journées par semaine, plusieurs journées par semaine? Est-ce qu'ils l'ont intégré, ça, les patrons? Pas encore. Aujourd'hui, on en est plutôt à la phase d'expérimentation où quelques grandes entreprises et collectivités se sont emparées du sujet et ont testé ça. Ceux qui ont été vraiment au bout de la démarche avec des systèmes d'accompagnement, de réajustement, la plupart ont été convaincus et ont déployé le dispositif. Il y en a encore beaucoup d'autres qui n'ont pas osé franchir le pas et c'est bien pour ça qu'on organise la journée nationale du coworking demain pour amener ces grandes entreprises et ces collectivités à franchir les portes des espaces qui seront tous les espaces partenaires proposent une journée porte ouverte demain. Au 50, ce sera de 14h à 19h et c'est l'occasion de venir voir en vrai, en faisant tomber un certain nombre de préjugés qu'on pourrait avoir sur ces espaces, découvrir comment ça fonctionne, quels sont les usages possibles, parce que
Au-delà d'un espace ouvert, comme je vous le disais, il y a des espaces fermés qui permettent aussi... Par exemple, le 50, il y a plusieurs espaces proposés. Alors, il y a 2 open space, un calme, un rush, qui permettent de continuer à téléphoner et à interagir dans cet espace-là. Il y a des bureaux fermés qui sont attitrés à temps plein. Et puis, on a aussi des bureaux de passage qui permettent de se mettre à l'écart pour un rendez-vous téléphonique confidentiel, pour des rendez-vous physiques qu'on pourra avoir, des réunions. Et on a tout un espace meeting qui permet aussi d'accueillir des formations et des séminaires d'entreprises qui voudraient prendre un petit peu de recul par rapport à leur quotidien et qui viennent se mettre au vert chez nous pour une ou plusieurs journées. Et plusieurs formules, on peut y venir à la journée, au mois. Voilà, il y a plusieurs formules. Juste pour clôturer cet entretien sur le programme de demain, la journée qui commencera à 14h, qu'est-ce qui est prévu pour cette journée nationale du coworking à Méré, pour le coup ? Tout l'après-midi, on sera en mode porte ouverte. Donc n'importe qui, même sans inscription, peut venir frapper à la porte du 50 demain. Et l'idée, c'est de pouvoir visiter le lieu, mais aussi, s'il le souhaite, s'installer pour travailler quelques heures et vraiment expérimenter par soi-même le coworking. Et puis de 17 à 19h, il y aura une retransmission d'un plateau télé qui va être organisé au niveau national et qui comprendra 2 grandes étapes. Un premier débat sur les bénéfices du coworking, expliquer en quoi c'est intéressant pour l'entreprise elle-même et pas que pour ses salariés de switcher vers ce mode d'organisation. Et puis le deuxième qui tournera autour des tiers-lieux, du lien entre tiers-lieux et collectivités locales et savoir dans quelle mesure on peut s'apporter mutuellement des choses aussi. Et on retrouve toutes les informations soit sur le site du 50 ou sur le site également national pour cette journée nationale du coworking. Merci Blandine Aquin d'être passée sur ce plateau, Merci fondatrice de l'espace du 50, le 50 coworking qui est situé à Méré. La 98e édition de la foire de Chatou est programmée jusqu'à dimanche à l'île des Impressionnistes. L'occasion de découvrir sur place plus de 500 exposants. Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dismuth se sont rendus sur place. C'est la plus grande brocante de France. La 98e foire internationale de Chatou est installée depuis le 15 mars sur l'île des Impressionnistes. Chaque année, près de 30 000 curieux déambulent dans ses allées. C'est une foire qui permet aux visiteurs de chiner des objets de 1 € à X. On peut y trouver aussi bien de petits objets que des antiquités dignes de musée. Parmi les 500 exposants présents, Benoît Moreau fête cette année sa 8e participation à cette foire. Ce passionné de brocante restaure des meubles anciens. On a beaucoup de meubles comme ça, c'est des meubles que l'on trouvait dans les administrations milieu du XXe siècle, que l'on aime transformer complètement pour les réadapter et qu'on puisse les utiliser dans un intérieur beaucoup plus contemporain. Voilà, les rendre un peu plus sexy, un peu plus attractifs, et on les modifie pour après leur donner une vraie utilité. Si vous êtes plutôt bijoux anciens, la spécialiste Claudette Picard propose depuis 20 ans sa sélection sur la foire. La brocanteuse coche ce rendez-vous dans son agenda plusieurs mois à l'avance. Elle a une ambiance qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est festif, c'est convivial, tout le monde est heureux de participer, je pense, à cette foire, et les clients sont ravis de venir passer une journée quand il fait beau, même quand il pleut. Pour découvrir ces trésors sous le soleil ou sous la pluie, vous avez jusqu'à ce dimanche 24 mars. La perle rare se trouve peut-être au détour d'une allée. Avant d'accueillir mon deuxième invité, Marilène Yapichino m'a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Alors pour la rubrique patrimoine et également consommation, vous allez nous parler d'une spécialité culinaire bien connue des Français. C'est le fromage. Chaque Français consomme plus de 25 kilos de fromage par an. Marilène. Alors tout à fait, nous sommes le 2e pays le plus gourmand en fromage derrière la Grèce. Il faut dire que c'est un savoir-faire bien français, et dans les Yvelines, on n'est pas en reste. Connaissez-vous le bleu de chèvre cendré et le Saint-Jacques, Grégory ? Non, pas du tout. Alors, ils viennent du sud des Yvelines, du village de la Boissière-École. La ferme de la Tremblay contient 150 vaches et 350 chèvres qui passent à la traite 2 fois par jour et dont le lait part directement dans la fromagerie interne à la ferme. Au total, ce sont 40 000 fromages qui sont produits par an d'une dizaine de variétés différentes. Parmi elles, le Saint-Jacques, fabriqué ici depuis 50 ans, et sa déclinaison à la sauge, mais aussi le fameux bleu de chèvre cendré, primé en 2018 au concours national agricole. Pour l'anecdote, Grégory, je n'ai pas pu rentrer dans la fromagerie. Le secret du bleu de chèvre est bien gardé. Je vous laisse écouter Olivier Veillé, responsable commercial de la ferme de la Tremblay. Là, c'est le persillé de chèvre cendré. Donc, c'est un fromage qui fait 1 kilo, qui est très doux,
assez crémeux et assez facile d'accès pour tous les amateurs de fromage, même ceux qui n'aiment pas ni le bleu ni la chèvre, parce que justement il est très doux en bleu. L'heure du repas approche, ça peut être alléchant. Ce fromage, on peut le retrouver où, Marie-Hélène ? Il vous fait envie, Grégory. Ouais. On retrouve ces fromages dans les commerces de proximité et chez les professionnels, car la ferme de la Tremblay travaille avec des grossistes. Ils font même de l'exportation aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais pas besoin de traverser le globe pour en goûter. Je me suis rendue dans la boutique Tout un fromage à Rambouillet. La fromagerie de Ludovic Bizot, un fromager meilleur ouvrier de France, est membre de la Ligue des fromagers extraordinaires. Ce sont 12 passionnés qui veulent révéler les pouvoirs magiques du fromage. J'y ai retrouvé notre fromage yvelinois, mais aussi toutes sortes de variétés et même des fromages qui avaient disparu. J'aime bien faire découvrir ce petit fromage de Bourgogne qui s'appelle le fermier au Chablis, fromage de lait de vache lavé au Chablis, qui est un fromage que j'ai fait renaître, que j'ai relancé avec un camarade qui est fromager en Bourgogne, dans l'Yonne. C'est un fromage que je consommais dans mon enfance, qui avait disparu, et j'ai voulu le voir renaître. Et donc maintenant il est sorti, on l'a mis au point, il est sorti l'année dernière, et j'aime beaucoup le faire découvrir, et il a beaucoup de succès. Alors il m'a confié que ce qu'il vendait le plus était surtout le duo Star, Camembert, Brie. Les franciliens prennent les habitudes de leurs voisins normands, ainsi que le comté, 18 mois d'affinage, ni trop doux, ni trop fort. C'est-à-dire, Marie-Hélène, à vous écouter, les Yvelines sont en fait une terre de fromage. Alors savez-vous qu'il existe même un festival des fromages dans le département ? Il a lieu à Meulan, en Yvelines, depuis plus de 20 ans, le deuxième week-end du mois d'octobre. Plus de 300 variétés y sont représentées et il attire plus de 30 000 visiteurs. Après le Sud-Ouest l'année dernière, c'est la Bretagne qui le mettra à l'honneur en 2019. Une cinquantaine de fromagers et une vingtaine de vignerons seront présents. Puis si vous voulez connaître les secrets de fabrication du fromage, la ferme pédagogique de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines propose des ateliers de la mamelle à la gamelle les dimanches matins à 10h. Alors ne vous précipitez pas trop, les chèvres ne sont pas encore prêtes, elles viennent tout juste de mettre bas et il faut attendre le sevrage de leurs petits. Les ateliers devraient reprendre aux vacances de Pâques. Merci Marie-Hélène pour nous avoir donné fin dans ce journal. Merci pour toutes ces informations. Il y a une autre personne qui m'a rejoint en plateau, c'est Benoît Lidon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Estaca Modélisme. Alors c'est une association d'étudiants de l'Estaca. L'Estaca, c'est bien sûr l'école d'ingénieurs basée à Montigny-le-Bretonneux. Et vous organisez ce samedi la 3e édition de l'Estaca Drone Race de 9h à 18h. C'est une course de drone qui va se dérouler dans le parking souterrain de l'Estaca. Alors c'est une 3e édition, c'est-à-dire que c'est un événement qui commence à s'installer à l'Estaca. C'est important pour vous de l'organiser chaque année ? Oui, exactement. Alors nous sommes actuellement en train d'organiser la 3e édition après 2 premières éditions organisées par les bureaux précédents. C'est une édition qui se tient dans la lignée des précédentes, c'est-à-dire que nous continuons de développer à la fois le circuit mais aussi la communication autour. Lors des premières éditions, nous ne possédions pas le matériel qui nous permettait d'illuminer le parking, puisque le parking est plongé dans le noir, et nous balisons le circuit à l'aide de LED. Mais petit à petit, nous concevons et nous construisons notre propre circuit pour lui donner vraiment toute son originalité et permettre de développer l'événement pour démocratiser à la fois la course de drone et permettre de développer tout ce qui est accès au public. Donc c'est un événement qui progresse d'année en année. C'est organisé par votre association, l'Estaca Modélisme. Qu'est-ce que vous y faites dans cette association ? Donc l'Estaca Modélisme, c'est une des associations de l'Estaca. C'est celle qui est référente en termes de modélisme sur le campus de Saint-Quentin en Yvelines. Nous officions principalement dans les domaines des transports, donc le ferroviaire, l'automobile, mais plus principalement dans l'aéronautique. Au sein de l'association, nous avons plusieurs types de projets. Donc tout d'abord les projets techniques qui regroupent de 2 à une dizaine de membres en règle générale. Ceux-là ont tendance à répondre à des cahiers des charges qui sont fixés lors de concours auxquels nous participons ou lors de cahiers des charges que nous fixons nous-mêmes afin d'avoir des performances technologiques nouvelles et de développer de nouvelles solutions à certains projets. On précise juste que c'est directement en lien avec l'Estaca, puisque l'Estaca est une école d'ingénieurs spécialisée dans le domaine des mobilités. Alors pourquoi organiser un événement autour du drone ? Est-ce que c'est une pratique qui se développe ? Il y a de plus en plus d'adeptes des drones ? Alors exactement, depuis quelques années, le drone prend vraiment de plus en plus de place dans la vie de tous les jours. On l'a pu le voir dans la capacité des personnes à acheter des drones dans les magasins de grande distribution. C'est un appareil qui a vraiment besoin de peu de place pour évoluer par rapport aux avions, puisqu'il est très très simple à piloter en règle générale. Donc c'est vraiment quelque chose qui tend à se développer en termes de modélisme. Et puis les composants sont de plus en plus accessibles, ce qui permet vraiment aux personnes ayant des petits moyens de pouvoir acheter aussi un drone.
Et là, pour cette course, donc c'est des drones qui seront pilotés avec une lunette de réalité virtuelle. C'est des drones parfaitement adaptés à la course. C'est des drones spécialisés pour la course. Oui, le drone de course n'a pas grand-chose à voir avec le drone grand public, mis à part le fait d'être un multicoptère. Ces drones-là sont vraiment conçus pour la course en termes de performance. Il n'est pas rare d'avoir des drones qui font le 0 à 120 km/h en 3 secondes, là où ceux du grand public ne peuvent pas dépasser les 70 km/h en règle générale. Donc ce sont vraiment des drones qui sont conçus et réalisés par les pilotes et propres à la course. Alors justement, ces pilotes, le profil de ces participants, est-ce qu'ils viennent de partout en France? Est-ce qu'ils viennent aussi de l'étranger? Alors, dans les éditions précédentes, nous avions uniquement des pilotes français, mais grâce à certains pilotes lors de l'édition précédente qui avaient vraiment de grands contacts sur le circuit international, nous commençons à attirer des pilotes qui viennent entre autres, par exemple, de Belgique. D'accord, donc ça veut dire que ça évolue, des pilotes de Belgique. Sur le profil, en tout cas sur le niveau, est-ce que c'est des spécialistes de la course? Est-ce qu'ils en font plusieurs par an? Est-ce qu'ils ont des titres en la matière? Alors la plupart des pilotes de drones sont vraiment des professionnels du domaine. Ils s'entraînent vraiment toute l'année et donc ce sont vraiment des personnes qui ont ça comme passe-temps, mais aussi comme sport, un petit peu comme des pilotes de Formule 1 au final. Donc actuellement, nous avons vraiment des pilotes professionnels et dont c'est le métier. Alors vous l'avez dit, vous allez plonger le parking souterrain dans le noir avec des guirlandes lumineuses pour le circuit. Justement, ce circuit, comment l'avez-vous préparé? Quelles sont ses particularités, ses difficultés à ce circuit? Alors on le fait évoluer d'année en année, mais la constante est le fait que ce soit un parking donc souterrain qui soit plongé dans le noir, comme vous l'aviez dit. Et ensuite, nous le balisons avec des LED. Nous concevons tous les ans différents modules qui nous permettent d'avoir une certaine originalité d'une édition sur l'autre. Et ensuite, en fonction des retours des pilotes, on fait plutôt évoluer certaines choses tout en gardant ce qui avait plutôt bien marché. Donc il faut juste préciser que les inscriptions sont encore ouvertes pour les participants. Ça, c'est jusqu'à demain soir, jeudi. Vous pouvez le faire sur le lien qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. On pourra aussi assister à la compétition, être dans le public, aussi bien aux abords du circuit, mais il y a également une retransmission sur écran géant qui est prévue. Oui, exactement. Donc le circuit sera accessible dans une zone sécurisée que nous aménagerons, donc où les personnes pourront assister en direct à la course sur place. Et parallèlement à ça, dans l'auditorium de l'Estaca sera diffusé un live commenté grâce à notre société de chronométrage, et donc les personnes pourront assister dans cette salle au live. Et il y a aussi tout un programme d'animation qui sera proposé pour cette journée. Oui, exactement. En fait, la course est vraiment le cœur de l'activité de la journée. Mais parallèlement à ça, on va faire différentes activités d'initiation à la fois au pilotage de drones, que ce soit sur des drones réels, mais aussi sur simulateurs, donc informatiques. Et à côté de ça, on fera aussi des initiations aux différents outils de conception propres à l'ingénieur, qui nous servent tous les jours pour développer les pièces au sein de l'association. Donc une grande journée autour du drone. Et je rappelle que l'Estaca Drone Race débutera à 9h ce samedi. Rendez-vous sur le campus de l'Estaca, Saint-Quentin en Yvelines, à Montigny, le Bretonneux. Merci Benoît Lidon d'être passé sur ce plateau, président de l'association de l'Estaca Modélisme. Allez, avant de se quitter, notre petit tour habituel dans les salles obscures saint-quentinoises, direction le Ciné 7 d'Elancourt, la programmation du cinéma au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Cette semaine au Ciné 7, du 20 au 26 mars, plein de belles choses à voir. D'excellents films, de très bons films. Donc je vais commencer par les excellents que je vais citer rapidement, qu'on a à l'affiche depuis un certain temps, mais qu'il faut absolument voir. Grâce à Dieu, de François Ozon, évidemment. La Favorite, l'excellent film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. Le Mystère Henri Pic et Green Book, qui a eu, comme vous le savez, un Oscar à Hollywood. Et aussi cette semaine, deux très bonnes comédies à l'affiche. La première, c'est Mon bébé, de Lisa Azuelos, avec Sandrine Kiberlin, qui raconte un peu les affres pour une maman du départ en fait de l'enfant, de l'aîné, de la maison. C'est pas toujours facile, donc le film en parle avec finesse et tendresse. Et le second, surtout, c'est Rebelle, qui est un film d'Alain Mauduit avec un trio assez somptueux. Cécile de France, Audrey Lamy et l'excellente Yolande Moreau, les deux autres étant excellentes aussi. Alors c'est quoi cette histoire? C'est l'histoire de trois ouvrières qui travaillent dans une usine de fabrication de boîtes de conserve de poissons qui vont se rebeller un petit peu contre leur chef, contre ce qu'elles subissent au quotidien. Alors c'est assez trash, mais il faut le voir, c'est du Tarantino à la française, on va dire. Donc attendez-vous à quelque chose qui déménage, qui rebue. Et donc c'est à voir dans nos salles cette semaine au Ciné 7. Jean-Mi a disparu avec le pognon des Belges. Pourquoi tu leur as pas dit? T'es con quoi? Tu veux qu'il fasse des frites avec ma bite?
C'est quelques images pour se quitter en ce jour du printemps, le carnaval organisé par les étudiants de médecine de l'UVSQ. Vous le voyez sur ces images qui sont allés à la rencontre des étudiants d'autres filières sur le campus de Guyancourt. Ça, c'était cet après-midi. C'est la fin du 7-8 journal, le replay sur notre site internet et notre application mobile. Place au 7-8 débat. Dans quelques minutes, Aurélie Ronze reviendra avec ses invités sur la fuite d'hydrocarbures qui a touché les Yvelines. Quelles conséquences pour le territoire? C'est dans un instant. Et belle soirée avec TV78.